Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des French Doers Talk. On se retrouve avec un casting merveilleux, magnifique, sublime. Comme d'habitude, tu le sais très bien, c'est obligatoire chez nous. Je te laisse te présenter, parce qu'on te voit pas souvent, toi. Ouais, c'est vrai qu'on me voit pas souvent. Je voudrais apparaître un peu plus souvent sur les vidéos. Moi, je suis Mohamed Alaoui, du coup. Non, mais aujourd'hui, on est très content parce qu'on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur et dans lequel on est complètement aujourd'hui avec deux invités incroyables. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là ce soir? Déjà, il faut dire qu'on a la future star de YouTube. Juste à nos côtés, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on dit un casting incroyable, c'est parce qu'il y a deux étoiles montantes. Donc, j'aimerais bien commencer par sa présentation parce que c'est vraiment quelque chose. Ah, j'ai trop de pression là. J'ai beaucoup trop de pression. Ceci n'est pas gérable. Donc je m'appelle Shubham. J'ai une chaîne Shubham Sharma. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Essayez d'orthographier ça comme vous voulez. Mais normalement le SEO les liens est dans assez bien fait. Pour les tricheurs. Ouais, mais tu sais, je demande aux gens quand je les vois, essayez de taper Shubham sur YouTube et j'essaie de faire en sorte d'entraîner l'algo pour qu'ils tombent sur Shubham. Donc j'ai une chaîne pour aider les entrepreneurs et toute personne qui travaille aujourd'hui dans le monde du digital ou en tout cas avec un ordinateur. Il se trouve qu'on a plein d'outils qui nous entourent et l'idée c'est de parler sur ma chaîne de productivité, d'entrepreneuriat, de growth, de no-code. C'est un sujet que vous en avez peut-être entendu parler, c'est comment construire des applications qui sont normalement faites en codant, en développant, sauf que là on les fait sans code. Et donc c'est un peu les sujets que j'ai explorés, et notamment un qui est Notion, que j'ai beaucoup exploré sur le plan de la productivité. Et donc je fais 2 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. Et on reconnaît l'expert parce qu'il a regardé droit dans l'objectif directement. Quoi. Il a capté notre audience là. Rends-les-nous. Yann, je t'en prie, la deuxième étoile montante ou la première, c'est toi qui vois. Je pense que dans quelques années, on va peser lourd. Voilà, c'est un épisode qui va peser lourd également. Son petit pesant d'or. Ouais. Et moi, je suis consultant en growth marketing. Et du coup, j'essaie de me construire un capital social autour de mon expertise et autour de la thématique growth marketing. Donc, j'ai développé un podcast, j'ai une newsletter qui s'appelle La Grosse Semaine, et puis une chaîne YouTube où je fais des analyses growth marketing un peu sur un format dont on pourra parler tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est une expertise que je développe au fur et à mesure YouTube, que j'ai découvert complètement en me lançant. Et au fur et à mesure, j'ai appris des trucs. Donc, je vais pouvoir avoir pas mal de choses à raconter. Clairement, déjà merci à tous les deux d'être présents ce soir et de nous partager tout votre savoir que vous avez acquis depuis de longues années, longues semaines, longs mois. Nous on vous laisse bosser, après on récupère tout. Exactement. Non mais merci de nous laisser l'occasion de partager parce que c'est un sujet sur lequel ma vie c'est les analytics YouTube de plus en plus. Donc c'est intéressant d'en parler plus en détail et pas de rester en surface, quoi. Première question, ce que je veux savoir, en coupant Mohamed sur le fil du rasoir là d'un coup, c'est depuis quand vous êtes sur YouTube en tant que producteur de contenu, créateur de contenu? Juste pour avoir un contexte. Alors moi, c'est fin 2018. Ok, top. Et toi, Shubham? Moi, c'est il y a 5 ans, donc je crois que c'était je crois que 2016. 2016, j'ai dû faire ma première vidéo. Par contre, j'ai fait 7-8 vidéos et puis après, j'ai lâché. Mon objectif, c'était de faire 1000 abonnés et puis après, j'ai un peu laissé tomber le truc. Et là, je m'y suis remis pendant le confinement, donc mars 2020. Ok, top. Plus sérieusement. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ce mec qui tente une carrière de YouTube, après qui disparaît et qui revient après. Il est à côté de moi. J'ai vu ton premier vlog, t'inquiète. Startup vlog, j'avais lancé avant tous les vlogs d'aujourd'hui. Il vaut son pesant d'or lui aussi d'ailleurs. Pas encore. Mais en tout cas, les gars, comme l'a dit Flo, on est ultra content de vous avoir ce soir. Et moi, l'une des questions par laquelle je vais commencer, c'est pourquoi, en tant que personne, en tant que business, c'est quoi l'intérêt, c'était quoi votre intérêt à vous de lancer une chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur YouTube? T'attaques fort comme ça, toi? Évidemment que j'attaque fort, il n'y a pas de temps à perdre ici. Il disait que je dormais, est-ce que je dors? Non, t'es au taquet. Ce que je te propose, c'est qu'à chaque question, on fait un ping-pong. Là, okay. C'est moi qui commence, mais t'inquiète, après c'est toi. Moi, initialement, c'était pas un objectif business. Je savais qu'on pouvait faire du business sur YouTube. Je suivais depuis longtemps tous les gens sur YouTube qui parlaient de business en ligne, etc. Moi, j'étais beaucoup inspiré par Casey Neistat, par tous ces vlogueurs où en fait YouTube, moi, c'est ma télé, ça a toujours été ma télé. J'ai toujours tout appris sur YouTube. Je me suis dit, en fait, vu que j'ai beaucoup de mal à écrire, j'aime pas écrire, en fait, j'aime pas faire des articles de blog. J'ai essayé. Par contre, je me disais, putain, j'ai quand même des choses à partager. Est-ce que je peux pas créer du contenu? Et la vidéo me paraissait être le super truc. Donc moi j'ai commencé YouTube en me disant tiens, j'ai un rôle dans ce monde qui est de
que les gens ne se disent pas « Oh, je suis pas assez tech ». En fait, aujourd'hui, quand on travaille dans n'importe quelle boîte, et ça peut être une boîte de station F comme une PME aujourd'hui, on parle de transition digitale, etc. Si on va sur BFM Business et compagnie, mais la réalité, c'est que en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas savoir ce que c'est, par exemple, un onglet sur Chrome. Tu peux pas ne pas savoir ce que c'est que une API, c'est peut-être loin, mais par exemple, quand tu dis ah ouais, je t'ai envoyé un mail avec une pièce jointe et cette pièce jointe, ça s'ouvre en PDF. Tu peux pas te dire, ah mais c'est quoi un PDF ? C'est pas possible en fait. Et donc à l'époque, mon but, c'était comment je peux vulgariser, à l'époque comme YPensé le faisait, qui était un de mes rôles modèles là-dessus. Et je me disais, comment est-ce que tu peux vulgariser ça ? Et rendre le monde informatique plus accessible, parce qu'en fait, sans informatique, les avions ne volent plus, les trains ne démarrent plus, t'as pas ton podcast, t'as pas ton téléphone, t'as rien en fait. Et aujourd'hui, et à l'époque, en tout cas, t'avais une minorité de personnes qui contrôlaient ce monde-là, qui étaient les développeurs, et j'ai de la chance, je suis un développeur, mais ça pouvait pas durer, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu reconversion no code, et pas vulgarisation informatique, pour plusieurs raisons, on pourra en parler, mais un, parce que le sujet était trop large, et que du coup, je prenais pas mon pied, et deuxièmement, parce que je trouve que, en fait, le no code, c'est une thématique qui répond parfaitement à à ce que je ressens, qui est que il faut plus de gens qui s'intéressent à la technique, quoi. Donc voilà, c'était pas du tout un objectif business, c'était juste créer du contenu au début. Moi, il y avait plusieurs raisons. Et, il y avait une raison macro qui était sur une croyance personnelle que les techniques un peu growth marketing que je connaissais, parce que à la base je viens du monde des startups, étaient applicables à n'importe quelle activité. Et en fait, je voyais vraiment une dichotomie entre ce qui était pratiqué dans le monde des startups et ce qui était pratiqué même pour des petites PME ou même n'importe qui veut monter un podcast ou n'importe quoi. Et en fait, il y avait vraiment cette volonté d'un peu démocratiser ces méthodes-là. Et c'est surtout la volonté d'apporter une vision transverse. Et faire gagner 1 an, voire 2 ans à des gens qui se lancent, parce que moi je suis passé par là et j'ai fait toutes les conneries possibles, genre si ça marche pas, faut faire plus d'acquisitions, faut bourriner plus en acquisition. Et en fait, quand on comprend la vision transverse sur le framework ART, que vous connaissez messieurs, j'en suis sûr, eh bien pour le coup, d'un coup on a une épiphanie et on comprend qu'il y a d'autres choses à faire. Donc il y avait vraiment cette partie là au départ, en disant voilà, ça existe, c'est dommage que ce soit pas connu, démocratisé. Donc, j'aimerais bien porter cette parole-là. Après, il y a une opportunité business parce que j'étais un fan de YouTube tout court. Je suis accro au modèle hook de YouTube, quoi. Je l'ouvre. Dès que je me fais chier, je l'ouvre et je scrolle comme un con. Donc, je suis vraiment accro au truc. Et en fait, je trouvais que l'offre sur YouTube était à chier, quoi, tout simplement. Que tous les mecs étaient nuls, que tous ceux qui parlaient de marketing étaient nazes. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, franchement, il y a une opportunité énorme. Je vais aller ramener ma fraise et je vais amener des concepts dont on ne parle jamais, qui sont pour moi le b.a.-ba. Voilà. Donc un petit complexe de supériorité par-dessus et voilà. Voilà pourquoi je suis là. Top. Du coup, t'avais pas forcément de références auxquelles tu te raccrochais avant de te lancer? Non, pas du tout. Et j'en ai eu par la suite. Ok, cool. J'en ai eu par la suite, notamment de gens qui, je pensais, faisaient les choses de travers. Et alors, je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant, ce sujet-là, mais en fait, au départ, je cherchais des formats. Donc, j'ai testé plein de formats. Donc, je suis déjà en train de partir sur comment on fait, on lance des trucs, on lance des formats, on teste. Donc, j'avais des formats un peu naze, très simple. Je suis avec mon manche à balai dans les fesses devant mon fond vert et je dis le product market fit, tu vois, des trucs comme ça. Et puis après je teste des petits formats plus courts, plus clivants. J'ai testé pas mal de formats et un jour je fais une analyse de PNL en me disant en fait ça va être super intéressant parce que je vais extraire PNL de son contexte et je vais appliquer mes méthodes de growth marketing dessus et tout ça et les gens ils vont kiffer. Et genre 2 semaines après il y a Marketing Mania qui fait une vidéo sur PNL. Et il appelle ça PNL est une marque de luxe. Et du coup, moi, je regarde la vidéo et je me dis, c'est intéressant, mais c'est moins bien que ma vidéo parce qu'il y a moins d'informations. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre que, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent sur YouTube. Et alors, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que figurez-vous que j'ai monté avec Sylvain de la chaîne Le Coin des YouTubeurs un petit accompagnement, un programme qui s'appelle La Grosse Chaîne YouTube. Donc, le lien sera en description, bien sûr. Toujours. Et le lien en description. Il maîtrise les codes, Et du coup, lui, il est expert analytique YouTube.
Et du coup, il m'a appris plein de trucs, et notamment que, en gros, les gens, soit on fait de l'information, soit on fait du divertissement, soit on fait de l'inspiration. Voilà, les 3 choses qu'on peut trouver les 3 valeurs qu'on peut apporter sur YouTube. Et pour le coup, si on est dans un marché où on est tout seul, on peut faire un seul de ces trucs-là. Dès qu'il y a commencé à y avoir un peu de monde, marché concurrentiel, c'est fini. Il faut avoir 2 valeurs. Et pour le coup, moi, j'avais que la valeur information. C'était pas divertissant, pas plus que ça. Et c'était pas inspirationnel. Et cette vidéo de Marketing Mania, elle était informative et divertissante parce qu'elle racontait une histoire. Et c'est là que du coup j'ai compris un peu le fonctionnement du truc. Et moi, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Ma stratégie YouTube. Et je dis, voilà, je pense que c'est n'importe quoi de faire une vidéo qui analyse Cyprien ou Norman, par exemple. Parce que vous allez vous adresser à des gens qui ne sont pas dans votre audience cible. Parce que moi, j'étais dans une dynamique vraiment marketing classique où on s'adresse que à sa cible et que ça sert à rien de distribuer des prospectus dans la rue à des gens qui ne sont pas intéressés par ton truc. Et en fait, ça marche pas comme ça, les algorithmes. Là, je monologue, mais allez, je continue. En fait, les algorithmes, il faut jouer avec eux pour pouvoir justement toucher sa cible. Et en fait, en touchant, voilà, en faisant une vidéo sur Joule ou n'importe quoi, en fait, il faut essayer de divertir ce qu'on va appeler des amplificateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut viser son audience cible, bien sûr. Il faut avoir 2 niveaux de lecture. Un niveau de lecture qui va toucher les amplificateurs qui vont nous permettre après de toucher son audience cible. C'est-à-dire que ma vidéo sur Joule, elle a permis de toucher plein de monde qui ont servi d'amplificateur. Et avec cette vidéo, j'ai pu toucher tous les gens qui s'intéressent au marketing sur YouTube. Et c'est ça que j'ai compris à force de faire des trucs, à force de voir ce que les autres faisaient et que j'avais pas capté au début, quoi. Voilà, en très gros. Mais j'ai appris d'autres trucs. Ça commence fort, ça commence très fort. L'épisode, il a commencé. Moins d'un quart d'heure, on a déjà une petite masterclass. Calmons-nous, messieurs, calmons-nous. Non, au contraire, allez-y, continuez. Bombardez. Ok, mais du coup, tu disais que quand tu t'es lancé, t'as tenté plusieurs formats. Comment ça s'est passé pour vous, justement, pour trouver un peu votre sauce? Parce que, comme tu disais, tu commençais avec un format balai dans le cul et let's go. Mais combien de temps ça a pris pour trouver le format où on est à l'aise et où on peut, comme tu l'as dit, mixer un peu 2 valeurs de vidéo? Tu veux commencer sur celle-là ou tu veux commencer? Non, vas-y. Ok. Moi, en fait, les premières vidéos, je te raconte juste les premières vidéos. Au début, je pensais que tu mettais des bullet points et tu parlais, c'était stylé et c'est cool. Et en fait, c'est cool, mais tu t'y reprends à plusieurs fois. En fait, quand tu vois une phrase décrite, tu l'as dit 10 fois, tu as beaucoup de montage. Et donc ça, c'est quand c'est écrit. Par contre, quand c'est pas écrit, là, c'est encore pire parce que c'est pendant le montage que tu crées l'histoire. Et donc ça, c'était horrible, même si j'adorais le montage. Enfin, j'adore toujours le montage. Et puis petit à petit, tu te dis, bon, en fait, plus t'écris, mieux c'est. Mais là, du coup, moi, très mauvais personne j'écris très mal. Enfin, j'écris très mal. J'aime pas écrire. Et donc, du coup, quand je vais dire, je vais écrire une phrase du genre, dans cette vidéo, nous allons voir, Ok. Dans cette vidéo, on va voir que... Et après, je fais, mais on met pas que. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que j'ai fait... Et après, en fait, quand je la dis, c'est pas du tout naturel, donc c'est pas moi. Et donc, t'as beaucoup d'itérations. Je pense que la première version de mes 7-6 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, j'avais l'impression à la fin d'avoir un format qui m'allait, c'est-à-dire face cam, avec parfois j'affiche des choses dessus. Mais sauf que en fait, je passais beaucoup trop de temps à préparer la vidéo et ça se ressentait, mais pas tant que ça en fait. Et là, je vais vous parler de la partie quand j'ai vraiment repris YouTube, c'est-à-dire en 2020, mars 2020, et j'ai fait par exemple une vidéo par exemple sur le SEO. On en parlait juste avant. Et en fait, la vidéo sur le SEO, j'ai mis beaucoup de temps à la préparer. Et c'est un format qui était un petit peu différent. Je crois que j'ai mis... Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis beaucoup de temps, ça représente quoi déjà? J'avais mis 2 jours à la préparer. 2 jours? Ouais. Okay, et pour moi, 2 jours, c'est beaucoup de temps pour préparer. Ok, ouais, non, mais c'est pour vraiment avoir un peu de contexte. Et tu vois, 2 jours à préparer une vidéo. Et en fait, au début, elle a démarré un petit peu, mais voilà, c'était une vidéo de 18 minutes, ce qui est quand même, je trouve, assez long pour YouTube, dans mon scope, et c'est pas forcément celui d'Yann, par exemple. 5h30, t'en penses quoi? J'allais dire pas dans le nôtre, du coup. Mais... et en fait, cette vidéo, aujourd'hui, tu tapes SEO sur YouTube, et tu as cette vidéo qui apparaît, alors qu'il y a des experts, etc. Et pourquoi? C'est parce qu'elle était bien structurée, parce que j'avais pris le temps de la préparer. Et aujourd'hui,
je suis très flemmard en fait sur la préparation de mes vidéos et c'est quelque chose que j'ai envie de changer par exemple. Donc du coup, et la réponse à cette question qui est, selon moi, tu trouves jamais vraiment ton format qui marche bien parce que le propre même de YouTube, c'est que les gens s'ennuient pas. Et donc si tu trouves un format et que tu penses que tu es tranquille et maintenant tu vas pouvoir systémiser ça, en fait au long terme ça marche pas. Je prends l'exemple d'un type qui s'appelle Ali Abdaal au UK, que j'aime beaucoup, ce qu'il fait, et lui il a voulu over systémiser son format. Il s'est dit ok, j'ai trouvé mon intro, il faut un hook, il faut à un moment donné à 70% de la vidéo que je demande un like, et puis à un moment donné il faut qu'il y ait un truc qui donne envie de regarder la suite. Et en fait les gens se sont lassés de son format, et moi le premier. Et donc je trouve personnellement qu'il faut toujours se réinventer et essayer de trouver un truc nouveau qu'il faut aller chercher. Et justement plus tu te mets, selon moi, dans ce format où tu trouves que c'est la sauce secrète et ça marche, pour certaines personnes ça peut marcher. Je prends l'exemple de Marketing Mania qui lui fait des vidéos face cam qui sont très bien écrites. Lui a trouvé son format. Moi j'ai l'impression de trouver mon format en disant je vais faire un peu de tuto, je vais faire parfois des vidéos face cam avec des plans et tout, mais la réalité c'est que maintenant moi je me lasse de ça. Et donc en fait toi t'as plusieurs formats. C'est ça le truc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai cherché mon truc, j'ai cherché vraiment un format. Alors oui, t'as raison. Après, c'est pas parce que t'as trouvé un format qu'il faut vraiment le systémiser à ce point-là. Et il faut toujours avoir un truc qui est un peu différent, je suis d'accord. Mais par contre, en fait, c'est là la différence entre nos deux chaînes YouTube, parce que du coup, je suis abonné avec la cloche. Avec la cloche, wow. Bien sûr, abonnez-vous. C'est rare aujourd'hui. Après joueurs, évidemment. Après joueurs. Et pour le coup... en fait, il y a plus. En fait, c'est soit on vise. Alors, c'est pas comme les valeurs. C'est soit on vise la portée. Donc, moi, je vise le reach à chaque fois. C'est-à-dire que c'est mon objectif. C'est-à-dire que j'ai une fréquence qui est tellement nulle, et on pourra parler de la fréquence après, parce que en fait, l'algo de YouTube, il marche en jours glissants, un peu comme la banque. C'est-à-dire que en 30 jours glissants, en fait, il se soucie peu des gens qui sont abonnés. Il s'intéresse aux gens qui ont interagi avec votre contenu dans les 30 derniers jours. Si vous passez les 30 jours, ça disparaît. Et vous repartez à zéro avec ces gens-là. Donc moi, par exemple, si je fais une vidéo avec une fréquence qui est plus grande que ça, je perds les gens que j'avais. Et ça m'arrive régulièrement parce que je fais pas toujours une vidéo par mois. Donc voilà, c'est en fonction des ressources qu'on va mettre. Donc moi j'ai un format, j'essaie de faire le reach à chaque fois. Shubham, il alterne les contenus, et en théorie c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir des contenus pour le reach, pour toucher des gens qui ne te connaissent pas. Il faut avoir du contenu de rétention. Donc en fait finalement la rétention, c'est le cœur de la croissance. Donc YouTube appelle ça les contenus growth. Ils appellent ça comme ça. C'est les contenus communauté où il va parler à sa communauté sur un truc qui n'est pas forcément pour toucher des amplificateurs et le reach. Et puis après, il y a les vidéos de vente. Voilà les trois types de formats. Et après, tu peux varier avec plein de formats. Et Shubham a justement la technique qu'il faut pour capitaliser sur la fréquence et faire en sorte que justement les gens sur les 30 jours glissants restent là. Et du coup, lui, il va alterner, il va faire un peu de découverte avec une vidéo un peu longue, un peu fouillée pour que les gens, soit ils la trouvent en SEO, soit ils la trouvent avec l'algo. Et puis derrière, pour les gens qui sont là, il les maintient avec des petites vidéos entre-temps. Et c'est en fait, c'est deux façons de faire grossir une chaîne, quoi. La sienne est la plus académique et la plus sûre, on va dire. Ce qui est très intéressant, ce que vous avez, ce que tu as partagé maintenant, et ce que tu as partagé aussi sur cet aspect de contenu, parce que nous, on se posait aussi la question de se dire, ok, on a un gros contenu, qui est les grosses interviews de minimum 3h30, donc ça, clairement, ça va pas aller chercher beaucoup de monde. On a ce format-là, Talk, qui est vraiment, lui, pour l'acquisition, de se dire, les gens, ils vont taper un mot-clé, comme avant, on avait le talk sur le SEO, comment gérer son SEO, tu tombes sur cette vidéo, sur ce talk YouTube. Là, ce qui nous manque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un type de format qui fait que tu joues sur des amplificateurs, tu fais des vidéos qui vont aller toucher plus de personnes, qui vont venir sur ta chaîne YouTube et qui vont dire, c'est bien ce qu'ils font, peut-être que je vais regarder leur interview, peut-être que je vais regarder leur truc. Mais alors, en fait, il y a une condition. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui se disent moi je fais comme lui, pourquoi ça marche pas et tout ça. Alors déjà, effectivement, le principe de faire comme, c'est pas une bonne idée, puisque si quelqu'un le fait, il n'y a pas de raison qu'en partant de plus bas, on arrive au meilleur résultat avec du retard. Mais en gros, en fait, il y a une question de masse critique. Et ça, c'est un truc dont personne ne parle jamais. L'algo YouTube, c'est comme les lookalikes de Facebook. En fait, il lui faut du volume. C'est-à-dire qu'une Facebook lookalike, vous mettez votre pixel sur votre site,
Et c'est pas le lendemain que vous allez pouvoir utiliser le pixel et les infos que vous avez reçues, parce qu'il n'aura pas assez de données. Il pourra pas l'analyser et il pourra pas retrouver les gens qui ressemblent. C'est pareil sur YouTube que le pixel Facebook Ads. Il lui faut une masse critique, il lui faut beaucoup de data pour pouvoir retrouver qui ressemble à ceux qui aiment vos vidéos. Et cette data, tu l'accumules avec le temps et le nombre de vues que tu fais. Ouais, c'est le volume. Okay. C'est le volume, c'est plus il y a de volume et plus il est capable de trouver les gens qui vont ressembler aux gens qui aiment vos vidéos. Donc c'est-à-dire que ça se trouve, vous faites tout bien, mais vous êtes en dessous du threshold, vous êtes en dessous de la masse critique, et du coup, vous pouvez pas déclencher ces trucs-là. Après, il y a une chose sur laquelle je suis totalement d'accord sur cette partie masse critique. Du coup, si on reprend la base de quand on upload une vidéo YouTube, donc je prends par exemple les gars, le cas de French Doers, vous uploadez une vidéo, ce qui se passe, l'algo, qu'est-ce qu'il va regarder? Et encore une fois, c'est sujet au changement, parce qu'évidemment tout change, tous les algos changent, mais il y a une réalité, c'est que quelqu'un qui va... En fait, on s'en fout du nombre d'abonnés, on s'en fout qui est abonné ou pas, parce qu'en réalité, peu de gens regardent leur tab abonnement, sauf les gens assez puristes qui s'abonnent que à des choses qui sont importantes. Moi, je regarde jamais. Moi, je regarde ma homepage, comme la plupart des gens. En fait. Et donc, ils voient une vidéo apparaître de French Doers qui est... et on parlera des titres et des miniatures qui, selon moi, c'est le sujet de YouTube. On va y arriver juste après ça. Mais qui... T'inquiète pas. Tu vois, qui va dire, OK, est-ce qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette miniature, sur ce titre? Donc, je sais pas... comment faire du SEO ou alors comment arriver premier sur Google. C'était par exemple le titre de ma vidéo sur le SEO. Et en fait, là, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que cette personne va cliquer dessus ou pas, en fait. Et suivant à quel point cette personne est fidélisée avec la chaîne, il va pouvoir lui montrer plusieurs fois. Ça vous est déjà arrivé de voir plusieurs fois une vidéo sur votre feed alors que vous n'avez pas cliqué dessus. Par contre, une personne qui n'est pas assez fidélisée, il va lui montrer une fois et s'il ne clique pas, bah, c'est bye bye. Et donc, cette manière de faire découvrir des vidéos, c'est une des manières. Hein. Et c'est ça qui va déterminer est-ce que du coup, YouTube va montrer cette vidéo, cette miniature et ce titre à d'autres personnes ou pas. Si vous avez donc un click-through rate, donc un taux de clic par impression qui est grand, c'est-à-dire grand, c'est au-delà de 5%, au-delà de 6, 7, 8, 9, 10, alors là, c'est incroyable. Et donc, ça veut dire que si plus de 10 personnes sur 100 cliquent à chaque fois qu'il voit la thumbnail, donc la miniature, évidemment qu'il va le proposer à encore plus de personnes. Et du coup, ça va faire augmenter le nombre d'impressions, donc le nombre de fois que la personne va regarder cette miniature, enfin le nombre de fois que YouTube va proposer cette miniature aux personnes, et ça va faire du coup augmenter le nombre de vues. En fait. Par contre, s'il voit que votre taux de clic par impression, il est au ras des pâquerettes, genre 1-2%, bah YouTube va faire, attends, il n'y a personne qui clique sur ces vidéos, je m'en fous. Et donc, au-delà de ça, il y a cette deuxième métrique, il y a une autre métrique qui vient s'ajouter, qui est le watch temps time de vue, tu vois, le watch time. Et donc, une fois que la personne a cliqué, combien de temps reste la personne sur la vidéo? Et ces deux métriques, selon moi, qui sont principales, c'est les deux plus grosses que je regarde. Ouais, alors là, du coup, pareil, ça me fait penser à quelque chose. Je me vais te couper dedans, mais parce que ce watch time là, je pense qu'il est très important. Mais il est très important à quel point? Parce que, je prends un exemple, sur une vidéo de 15 minutes, là, il faut que ton watch time, du coup, il soit à 13, 14 minutes. Ouais, mais tu généralement à 5, je pense. En fait, je me rends pas compte, le watch time, il faut que ça soit à 90%, 95%, 100%. Je pense que c'est pas un pourcentage en fait. C'est vraiment le temps que tu fais rester les gens sur la plateforme YouTube. Donc YouTube te récompense pour ça. Ouais, mais donc c'est une session time. En fait, ils regardent aussi toutes les autres vidéos, etc. Ouais, bien sûr, mais du coup, sur une vidéo de 15 minutes, tu auras plus tendance à aller au bout et donc de faire le watch time à 100% de cette vidéo, mais pas un watch time forcément très long si ta vidéo est courte. Par contre, sur la nôtre, tu vas la consommer en plusieurs fois, tu vas faire un watch time qui est du coup plus long, 30, 40, 50 minutes. Une durée moyenne des vidéos de 30 minutes, mais sur des vidéos tu peux pas te faire les 4 heures en une traite. Non. Du coup, en fait, c'est là où je me demande... Vous ne serez pas pénalisé pour ça. Si les gens restent 30 minutes, c'est déjà très bien en fait. C'est pas grave s'ils vont pas jusqu'au bout en fait. Mais la question, c'est combien... L'algo, du coup, excuse-moi, mais il considère pas 30 minutes, ça représente, je sais pas, 10% de la vidéo, on s'en fout. Du coup, il livre à 10% du watch time, ou alors il se dit, 30 minutes, c'est très... Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, en fait. Alors, encore une fois, c'est la personne avec qui je fais le programme, la grosse chaîne YouTube, qui m'a appris ça, mais avant, c'était comme ça. Avant, ils prenaient les pourcentages. Ok. Et il y a quelques années, du coup, les gens faisaient des vidéos genre de 1 minute, 2 minutes, et du coup, ils bourrinaient sur la scénarisation du truc pour que les gens en restent à 100%, et ça marchait. Et là, ils se sont dit, mais attends, ça marche pas. Nous, on veut pour nous que les gens restent le plus longtemps possible. Ouais. Donc, on va pas favoriser les gens qui font des vidéos d'1 minute, on s'en fout. Donc, du coup, c'est là qu'ils sont passés en watch time temps et pas en Ok, d'accord. Ok. Et du coup, il y a une autre chose qui vient s'ajouter à ce que tu as dit. Ça veut dire que, attends, vu qu'on fait des vidéos de 4 heures, normalement, si les gens regardent 1 heure de vidéo, c'est-à-dire même un quart, normalement, on est gagnant, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quel est le ratio de personnes
qui vont aller regarder 1 heure de vidéo sur YouTube. Ouais. Et 1 heure de vidéo sur YouTube. Et c'est pour ça, après, on en discutera du format long sur YouTube. Bien sûr. Enfin, quand je dis format long, c'est format podcast. Qui est de, est-ce que tu vas regarder 1 heure de vidéo statique en sachant que si tu veux, notre envie de passer à autre chose est tellement profonde qu'on va forcément... Enfin, à côté, tu as TikTok et un type qui montre un chat en train de se faire égorger, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ce qui veut dire que peut-être que tu as une personne qui va regarder 30 minutes, enfin 2 heures de vidéo, mais tu en as beaucoup qui vont juste zapper. Ou même pas cliquer, parce que le 4 heures sur la vignette fait peur aussi. Exactement. Clairement. Exactement. Bien sûr. Tu as ces 2 sujets-là. Et donc, tu as 2 manières d'être découvert. Tu as soit la recherche, tu tapes SEO, tu tombes sur une vidéo, soit la recommandation. Qui est et c'est un peu pervers parce que, en fait, tes résultats de SEO YouTube dépendent de ta capacité à intéresser les gens aussi. C'est-à-dire que tu peux pas tout optimiser pour te dire, allez, moi, je vais viser que les recherches. Si tu n'arrives pas à intéresser les gens sur du reach normal et à emballer l'algo de façon générale normalement, en fait, tu vas perdre des positions de SEO pur, enfin de recherche pure en fait. Les deux sont liés en fait. Ok, 27 minutes, il y a encore plein de notes à prendre. Moi j'ai une question avant que tu ailles. Sur le processus de création. Parce que j'allais rentrer dedans. Connectés, les gars. Le processus de création de... Comment, voilà, vous avez une idée de vidéo. Déjà, comment est-ce qu'elle arrive? Comment vous vous dites, ok, c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Et puis ensuite, comment ça se déballe? Comment vous êtes organisé? Comment vous préparez les mots-clés de la vidéo, la description. Bref, comment est-ce que vous faites le script, si c'est scripté? Alors déjà, je pense qu'on a 2 façons de faire totalement différentes. Donc c'est ça va exactement être hyper intéressant. Moi, c'est la version... à l'arrache, non académique. Mais je connais la méthode de Shubham, donc ce sera très intéressant d'entendre ce qu'il a à dire. En fait, moi, c'est vraiment mon délire, c'est vraiment la curiosité. Je suis tout le temps en train de faire de la curation de contenu partout. Je regarde toujours plein de trucs. Je passe mon temps à traîner sur YouTube, la chaîne Arte, n'importe quoi. Et du coup, en fait, je fais des associations d'idées. Voilà. Et du coup, j'ai un backlog où je vais, tiens, je pourrais parler de ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, je rajoute d'autres trucs avec des concepts marketing. Je me dis, mais en fait, il y a ce concept marketing là qui est dans cette vidéo. Et après, je les associe. Et puis, quand je vois qu'il commence à y avoir de la matière sur un truc, là, ça passe en vraie prod où je me mets à écrire. Et voilà, je scripte tout. Je fais une vidéo scriptée. C'est quoi ton schéma d'écriture à toi? Qu'est-ce que tu entends par schéma d'écriture? Par exemple, pour ma chaîne, pour mon app pour coach, j'ai une structure. Ok, j'ai pas de intro, structure. Je fais ça. Ok, d'accord. J'ai pas de structure. J'essaie juste de maintenir des bases de copywriting. Ça fait pas si longtemps que je fais ça, parce que quand on regarde ma chaîne, ça fait pas si longtemps que j'ai arrêté d'appeler mes vidéos marketing 2 et que du coup maintenant j'ai compris l'intérêt de créer un hook et de créer un fil directeur en fait qui va maintenir le tout. Donc voilà, j'ai des trucs de base avec un peu de teasing, un peu tout ça, mais j'applique pas les règles de copywriting méthodiques. C'est juste à force de le faire, je finis par comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Donc j'arrive à maintenir. Voilà, si tu arrives, comme disait Shubham, à avoir le bon angle avec la bonne preview, le bon titre, et que c'est pas suffisant, c'est pas trop chiant. C'est bon, ça suffit en fait. Ça suffit pour dépasser largement tes espérances et faire x2 ou x3 sur ton nombre d'abonnés sur un truc, quoi. Et 100% de tes vidéos sont scriptées? Oui, bien sûr. Ok. Ouais, moi je. Pareil pour toi, Shubham? Bon, non. Ok. Non, mais c'est. Non, moi tout est écrit et j'enregistre les phrases une par une et vas-y. Pas de prompteur? Non, j'ai essayé. En fait, quand je regarde les vidéos avec les prompteurs, ou alors c'est les prompteurs à 2 balles, mais je vois quand les gens ils me regardent pas en fait. Je les vois regarder le truc. Ah, mais justement, il a donné un conseil. Alors, j'ai plus le nom de celui que la chaîne des coins des youtubeurs. Sylvain, Oui, celui avec qui je fais la grosse chaîne YouTube. Oui, je suis sa chaîne et du coup, il explique pourquoi les gens font. Mais ouais, mais moi je le vois ça. Ça évite d'avoir l'œil. J'ai un prompteur pour les vidéos que je fais. Et pour mais l'instant, ça se voit pas. T'es assez loin de la cam aussi. Ouais, c'est vrai. Plus t'es loin, T'es un chouille plus loin que ce que peut faire. Je par sais pas. exemple, Moi, j'ai l'impression que. Alors, je suis pas un bon acteur, mais j'ai l'impression que mon rôle que je me suis donné, ça c'est encore un autre truc intéressant, le rôle que je me suis donné dans mes vidéos, un peu méprisant, un peu relou, j'arrive pas trop à le jouer si je lis un truc en fait. Il y a ça aussi. Donc voilà, c'est très personnel. Ok, d'accord. Et alors toi, Shubham, le process de création du coup. D'écriture déjà avec la partie. Ouais, d'écriture, pardon. Ouais. Alors, il faut savoir juste un truc, c'est que c'est en perpétuelle évolution. En fait, même dès que j'ai trouvé un truc, en fait, je me rends compte au bout de 2 mois que en fait, faut que je change. Donc, je vais vous donner
le truc actuel. Et je vais vous donner par exemple ce que je faisais avant. Ce que je faisais avant, c'était j'ai une liste d'idées de plein de choses et je me dis je vais faire une vidéo là-dessus. Et du coup, je fais 10 bullet points, j'écris vite fait l'intro et c'est parti. Et en fait, ça a plein de désavantages. Premièrement, il n'y a pas forcément de fil directeur. Deuxièmement, le hook, donc l'accroche n'est pas assez forte vu que c'était pas écrite. Donc en fait, je vais l'enregistrer 2-3 fois en mode freestyle. La chance que j'ai, et je suis extrêmement reconnaissant de ça, c'est que du coup, tu me donnes un sujet, je peux te commencer à blablater là-dessus. Et du coup, il se trouve que parfois ça marche, mais on ne le sait pas. Et moi-même, je ne sais pas quand est-ce que ça marche. Et le truc, c'est que vu que tu galères au montage, en fait, le moment vu que tu vas galérer au montage, en fait, le moment où tu filmes, c'est un moment hyper stressant quand tu es tout seul devant une caméra. Là, c'est cool, c'est chill, on est à Station F, on est 4, il n'y a pas de pression. Par contre, quand tu es tout seul dans ta chambre, il fait chaud et tu sais que il y a un compteur qui tourne sur la caméra ou sur ton téléphone qui est de ça fait 13 minutes ou 17 minutes ou 27 minutes que tu as enregistré et il se trouve que tu es juste à un tiers de ta vidéo. C'est stressant parce que tu sais que tout ce temps, tu vas le passer au montage. Et donc ça, c'est tous les éléments qui font que je ne fais plus ça. Parce que quand tu essayes d'improviser un petit peu parce que tu as un bullet point qui dit genre art, tu vois, va expliquer art en un bullet point. Donc là, tu dis, en fait, il y a un concept qui s'appelle art. Alors en fait, c'est acquisition, je recommence tout. Et du coup, tu passes 15 minutes à expliquer ce que c'est qu'art. Et alors qu'il te reste encore 70% de la vidéo. Donc ça, c'est ce que je faisais avant, ce que je ne fais plus. Maintenant, ce que je fais, et ça, je vais vous donner le process maintenant, actuel, et j'encourage vraiment, en tout cas, je m'encourage moi-même à suivre de plus en plus ce process, ce que je fais par exemple, je l'ai fait sur mes 5 dernières vidéos, c'est, je pars maintenant du titre de la miniature. C'est-à-dire que tu pars de ce qui va être vu. Donc, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais, et donc maintenant, je me dis, ok, je suis obligé d'écrire 10 titres avant de me dire que ça va être une vidéo. Donc par exemple, j'ai ma prochaine vidéo. C'est, juste ça me fait rire, on fait totalement l'inverse. Notre titre, ça peut être le dernier point. Ouais, non mais, alors juste 5 minutes. Hier, quand on a lancé l'interview, c'était 5 minutes, 18h25, on est à 18h30. Je lui envoie un WhatsApp, bon, c'est quoi le titre? Non mais en fait, le truc, c'est que il faut juste dire, genre, j'ai fait ça tout le long. Bien sûr. C'est le dernier truc que tu vois. C'est genre, putain, ouais, c'est quoi déjà le truc? Boum, tu prends un screenshot dégueu de ta vidéo. Tu te dis, bon, vas-y, je vais le détourer vite fait. Tu mets un truc genre, ça a aucune émotion, ça a rien. Et évidemment que ta vidéo est fade. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'écris 10 titres au minimum. Je me dis, comment il pourrait être alléchant, etc. Par exemple, là, je voulais faire une vidéo sur, comment est-ce que j'ai un pote, il me dit, ouais, putain, j'ai développé j'ai mis 60 000 balles pour développer une app et il se trouve qu'au final, je vais pas la faire, j'ai perdu 60 000 balles. Tu vois. Et en fait, je me dis, putain, il y a un truc intéressant à aller chercher. C'est pas une première histoire que j'entends, j'ai envie d'en parler pour pouvoir explorer l'angle de nos codes. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être genre, ok, comment éviter que les développeurs vous arnaquent, comment les développeurs vous arnaquent, comment ne pas perdre 60 000 euros, comment ne pas perdre 60 000 euros, et etc. Et en fait, tu essaies d'imaginer la miniature. Et donc maintenant, ce que je fais encore en plus, c'est que je dessine la miniature vite fait, tu vois, dans ma tête. Ah, t'es chaud, ouais. Et là, je me dis, ok, je vais faire la miniature. Et ça, c'est une règle que j'essaie de m'imposer. Et encore une fois, je la réussis peut-être, 7 fois sur 10, tu vois. Mais je fais la miniature et j'utilise une extension qui est incroyable qui s'appelle Preview, P-E-R-E-V-Y-O-U, qui est développée par mon ami Benjamin Code et dont le design est fait par Basti UI et Basti UI en français. Oh, il fait de la promo pendant votre émission. Quoi. Non mais après, le type donne un truc gratuit, je dis oui, tu vois. Et là en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient remplacer sur ton feed YouTube la miniature et le titre du truc. Et là comme ça, tu peux voir, putain, mais est-ce que ça fait cliquer ça ou pas? Et là, t'as même pas encore écrit la vidéo à ce moment-là. Et ça, c'est un kiff perso, je commence à trouver, à me dire putain, comment est-ce que je peux faire la meilleure miniature, le meilleur titre. Et ça, c'est uniquement depuis 3-4 mois, je commence à faire. Mais surtout que la miniature, le nombre de fois où j'ai pu l'oublier pour les vidéos de Jimky où j'arrive et je me dis, je me retrouve à la fin devant, après le montage, et je me dis en fait, j'ai même pas pris le temps de faire une pause pendant la vidéo pour avoir la miniature. Parce que t'es cramé, t'as filmé, t'as écrit, t'as eu l'idée, t'as écrit, t'as filmé, t'as monté, t'es sur les rotules, et là tu te dis, tu vas faire le truc le plus important. Genre, imagine si donner Apple dans un sac plastique Lidl. Tu vois, c'est exactement ce qu'on fait quand on le fait à la fin. Donc imagine ton ordinateur Apple dans un sac plastique Lidl, ça fait mal au cœur, ça lui fait mal au Mac, enfin t'es pas content quoi. Tu t'es fait chier à tourner un truc parfait et en fait si personne ne clique dessus parce que le reste, ça conditionne tout le tournage aussi et toute l'écriture quoi. En fait c'est vraiment l'angle en premier et tout ce que vous allez faire après sera différent de toute façon quoi. Et ça évite que en fait que t'aies
idée d'une putain de miniature et en fait ton début ne correspond pas du tout à cette miniature et ça c'est chiant. Et ça c'est une astuce que m'a donné mon pote Micode qui est sur YouTube aussi. Il m'a dit maintenant lui c'est pire, il pense vraiment, il fait tellement d'itérations de miniatures etc. Et après une fois que tu as fait ça, tu te dis bon bah fine, j'ai ma miniature, j'ai mon titre, donc déjà tu es plus confiant sur la vidéo parce qu'il se trouve que tu n'es pas en mode tu sais pas quel angle tu vas trouver. Et là maintenant j'ai une structure en 3 étapes. Une première étape c'est le setup, genre ok de quoi on va parler. Donc par exemple je sais pas, j'ai pas encore écrit par exemple celle des les développeurs vous arnaquent et c'est moi en train de faire putain et t'as une application et dessus il y a marqué 60 000 €, tu vois. Et je me dis comment est-ce que je pourrais commencer. Je fais un truc comme je sais pas, genre un truc où j'explique que jusqu'aujourd'hui on devait passer par un développeur pour faire développer son application. Il se trouve que les prix étaient fous et je suis certain que vous avez fait un pote qui a fait développer son application et qui a payé 60 000 €. Il se trouve que là je vais vous montrer comment la même appli je peux la développer en 5 minutes. Et on va voir si au final j'arriverai à faire croire à ce pote-là que moi aussi j'ai fait un truc dans le genre, tu vois. Donc tu set up et après la deuxième partie c'est tu expliques pourquoi en fait il va y avoir un problème, qu'il y a des trucs que tu vas manquer, etc. Et le storytelling du truc. Donc j'essaie de travailler ça d'un point de vue storytelling et je suis pas le meilleur, tu vois, je suis vraiment nul. Mais du coup j'essaie de garder ça simple. Deuxième partie, j'essaie du coup de me dire qu'est-ce qui va faire que ça va déconner, qu'est-ce qui va faire que l'utilisateur va se dire putain mais est-ce qu'il va y arriver ou pas, ou alors qu'est-ce qui va faire que les développeurs l'arnaquent, etc. Et à la fin tu dis bah en fait j'ai réussi parce que ça. Donc maintenant j'essaie de garder une partie un truc en 3 parties, mais c'est toujours des bullet points encore, parce que j'ai du mal à écrire. Et dans l'idéal il faudrait que j'écrive. Et une fois que j'ai ça, boum, tournage et bye bye. Ok. Et alors toi Yann, sur la partie après écriture, pareil. Tournage assez simple. Ouais. Juste pour revenir sur les minias, c'est. Est-ce que. Parce qu'il y a. Les minias, je trouve ça très cool. Mignon. Genre, c'est la première fois que j'entends ça. Mais petite parenthèse. Mais parce que tu vois, nous on pensait à se poser un jour et à faire un shooting de plein de minias différentes et réutiliser. Ah, mais mon gars. C'est ce qu'il faut faire. Mais... Ok, d'accord. Parce que justement, je voulais voir avec vous comment est-ce que vous faisiez vos minias. Est-ce que c'est pendant que vous recordez, tu prends ta petite pause qui va avec, ou est-ce que tu comme je viens de le dire, pars sur un shooting. Comment est-ce que tu fais ça? Parce que toi, t'es minier, du coup, on voit pas ta tête, mais comment Ouais, alors en fait, c'est un sujet vachement intéressant parce que moi, ça m'est même arrivé de publier une vidéo et je trouvais que les chiffres étaient pas ouf. J'ai changé de miniature. Ça, il va y venir aussi. J'aimerais savoir quand est-ce que tu te dis je change le titre, je change la miniature. Mais vas-y, finis. Mais pour le coup, ouais, non, moi, je suis pas dans le même process. Mais si je devais mettre ma tête à chaque fois, en fait, je ferais un petit shooting. Mais en fait, je le ferais au moment où je décide de qu'est-ce que va être ma miniature. En fait, je le ferais au moment où Shubham il est en train de dessiner à quoi va ressembler son truc. Et là, je ferai le shooting dans la foulée avant de commencer à écrire. Mais du coup, moi, je vois à peu près. En fait, j'en suis au moment où je cherche mon angle et au moment où j'ai trouvé l'angle, je sais déjà à quoi ça va ressembler. Je sais que je vais y arriver en fait. Et même si je le fais pas tout de suite, quoi. Mais waouh, je vois qu'il y a des gros shootings là. En gros, tu vois, je sais pas si vous voyez. En gros, je montre. Putain, j'ai pas le truc, mais en gros, je fais plein de shootings où je fais plein de têtes différentes, quoi. Et du coup, je fais des têtes étonnées, des têtes pas contentes, des têtes vénères. Tu vois, je me disais, je me posais vraiment la question de me dire, est-ce que c'est parce qu'à chaque fois, tu dois faire attention. Par exemple, si on tourne aujourd'hui et que la semaine prochaine on retourne, putain, oublie pas de mettre ton putain de truc brandé parce que aujourd'hui t'as le temps. Tu vois, c'est marrant parce que moi, je ferais un shooting par vidéo. Mais comme Shubham, il préfère systémiser, du coup, il a rien stock. Nous, c'est ce qu'on fait et des fois on oublie. En fait, à chaque fois, tu oublies ta putain de minia et là, tu te dis, ok, ce que je fais, c'est que à la limite, tu te prends un petit sac de déco, d'habits, de déguisement, de ce que tu veux, et tu te fais, ok, tu dis, tu sais quoi, je me fais un max de shooting, et après, je suis tranquille parce que et tu vois, tu te dis, est-ce que la question que je me posais, c'est est-ce que c'est bien ou pas Moi, je pense que tu peux. C'est le minimum syndical, mais je pense que tu peux faire mieux si tu fais la photo en pensant à la miniature que tu veux. Je pense que tu vas avoir des meilleurs résultats parce que tu peux aller t'inspirer, tu peux aller voir MrBeast, tout ça, et te dire ah tiens, je l'avais pas cette gueule-là, tu vois, cette expression-là. Moi, je pense que ce sera forcément mieux si tu personnalises pour la vidéo, quoi. Ouais, oui. Moi, j'ai un avis un peu différent. Je me dis que en fait, alors évidemment, dans l'idéal, si tu as 5 jours pour faire une vidéo, évidemment. En fait, parce que tu vas prendre 1 jour pour faire la miniature. Et il se trouve que moi, dans mon contexte où je dois sortir beaucoup de vidéos, je vais me noter des espèces de pauses à faire et puis je vais me dire ok, les têtes qu'il faut que je fasse, et parfois c'est random, tu vois, que genre je les imagine, et là je me pose devant une caméra et je fais ok, retardateur, boum, allez, et là je me dis,
et je fais une tête genre tac tac tac. J'aimerais bien être là pour voir ça. Ah mais mec, tu verrais, ma meuf elle est à côté, elle me dit mais putain. Mais d'ailleurs, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu pourrais faire des. Enfin, il manque ce format-là, le format behind the scene. Ouais. Sur ta chaîne. Non mais il manque beaucoup de formats. Enfin, et ouais, en fait, okay. je me dis, mais tu vois, je fais ce truc-là. Par contre, moi je déconseillerais de mettre trop de pression sur ce moment-là. C'est-à-dire que se dire je loue un truc, je fais toute une journée c'est direct te dire ok, tu vas commencer à construire des complexes immobiliers alors que t'as pas encore fait une maison. Moi je me dis mets-toi dans ta chambre, tu te fixes un objectif de allez, je fais 50 photos et dans les photos t'es en mode genre tac, boum, et c'est tout. Et puis voilà, comme ça, tu te prends pas la tête, quoi. Et comme ça, tu les cales. Et aussi, autre logiciel, remove.bg, pour les personnes qui ne connaissent pas, pour détourer, ne le faites pas à la main, ça ne se fait plus en 2020. Pour détourer les beaux gosses. Si, parce que ce qui est chiant avec remove, merci de rigoler, c'est sympa. Ça m'a fait rire. Et quand t'es un rat, vaut mieux passer par Photoshop, parce qu'après, il y a la qualité de la vidéo. Ouais, mais ça va plus vite, on va pas se mytho. Après, oui. Sinon, t'as Canva. Pour ceux qui payent Canva, remove.bg ont une intégration et ça le fait automatiquement. Donc maintenant, j'utilise Canva et j'utilise plus Photoshop d'ailleurs, parce que quand t'as trop de contrôle, tu vas être trop dans le détail, alors que justement, c'est pas la plus belle miniature qui fait cliquer. Et du coup, Yann, comment tu construis ta miniature vu que t'as pas ta tête et tout ça? Donc t'as juste ton idée et tu sais, parce qu'on sait quand même qu'il faut quand même mettre un petit peu d'émotion et tout ça. Comment tu t'itères sur ça justement, toi? Bah franchement, c'est vraiment l'idée d'être le plus putaclic possible. C'est très simple et du coup, voilà, si je cherche une photo de Booba, je vais chercher la photo qui est peut-être la moins connue, la plus une que j'avais jamais vue ou un truc qui donne l'impression que c'est nouveau. Enfin, c'est toujours ce genre de truc. Ok, donc c'est fou, j'ai appris plein de choses, ça va être dingue. Demain, ça va changer beaucoup. SEO, YouTube, tout va changer. Ouais. Surtout que les deux sont liés, donc c'est plutôt cool. Parfait. Ok, donc là, on a rédigé la vidéo. Donc toi, tu fais la minia avant de tourner la vidéo. C'est quoi les autres étapes qui suivent? Maintenant, tu as rédigé la vidéo, donc tu la tournes. Évidemment. Est-ce que tu as une orga pour le tournage? Est-ce que tu tournes plusieurs vidéos en une seule fois? Est-ce que tu en tournes une à chaque fois? C'est quoi votre orga là-dessus? Moi, la question est vite répondue pour le coup. Je vais essayer d'être rapide. Comme c'est lié à ma fréquence, moi c'est une à chaque fois et puis c'est tout, quoi. Okay. En plus, je suis jamais au même endroit, donc c'est à l'endroit où je suis mon setup. Mais là, t'arrêtes de dire que c'est une contrainte. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas changer ou c'est quelque chose qui te plaît aussi? En fait, c'est une contrainte, mais en fait, faut voir ça d'un point de vue aussi sur l'organisation de mon activité globale, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait peut-être aborder, mais la chaîne YouTube, toute seule, ça va pas. Il faut la voir dans un écosystème. Il faut essayer de renvoyer vers éventuellement une newsletter. Faut capitaliser là-dessus et notamment, faut avoir d'autres éléments de rétention. Par exemple, si vous avez fait une vidéo par mois, il faut avoir des éléments de rétention sur cycle court à un autre endroit. C'est-à-dire que sur la stratégie de Shubham, lui, il peut théoriquement faire que sur YouTube parce qu'il a une fréquence plus élevée. Mais il y a vraiment cette réflexion de la rétention des cycles courts et compagnie. Et donc, comment ça s'intègre dans votre écosystème? Et moi, pour le coup, ma façon de faire un peu à l'arrache, finalement, ça colle bien avec mon écosystème parce que il se trouve que je vais réutiliser des contenus dans des newsletters, des trucs comme ça. Donc, moi, ça me va pour le moment. Après, dans mes velléités futures, j'aimerais bien me consacrer vraiment beaucoup plus à la création de contenu et moins à des activités business et de consulting et tout. Et pour le coup, ça me permettra de processiser peut-être un peu plus. Ok, d'accord. Mais de toute façon, moi, je fais des vidéos, genre ça dure 35 minutes en montée. Donc ça veut dire que de toute façon, je ferai toujours qu'une vidéo à la fois parce que c'est trop chiant, quoi. À moins que je trouve justement, je commence à être un peu plus sérieux et que je me dis voilà, ça c'est les vidéos rich et genre je vais faire des vidéos un peu rétention et pour le coup, ce sera des plus petits formats et là je ferai un peu plus processisé, quoi. Ok. Et donc du coup, comment ça se passe pour niveau tournage de ton côté? Moi, dans un monde idéal, j'aimerais bien tourner 3 vidéos à la fois. Et j'ai essayé et franchement, c'est un kiff parce que tu le fais et tu te dis putain, t'as fait 3 vidéos, c'est génial. La réalité, c'est que je suis jamais assez préparé avant une vidéo. C'est que j'ai jamais assez bossé avant une vidéo. La réalité, c'est que quand je me dis, en fait, je pourrais faire tellement plus en écrivant, en réfléchissant mes vidéos, mais je suis toujours tributaire de la deadline de tournage qui, c'est un peu comme quand tu rends tes devoirs, tu vois. Genre, t'as un contrôle, tu révises. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est genre, j'ai mon examen qui est l'appareil photo qui m'attend, je suis obligé de bosser. Alors que dans un monde idéal, je devrais, en fait, faire plusieurs vidéos à la fois. Là, récemment, j'arrive à faire 2 vidéos en une fois.
Mais sinon, c'est une vidéo en une fois. La chose qui m'a changé la vie, c'est d'avoir un trépied et une cam qui soit tout le temps là. Parce qu'en fait, le coût du setup est un vrai coût mental, de charge mentale. Donc, c'est-à-dire que Je suis d'accord. Tu sais pas à qui tu le dis là. Je trimballais tout ce matos, le ramener de l'autre côté, le vous avez du courage, ranger. les gars. Non, C'est c'est la contrainte, Shubham. Non, c'est l'oseille. C'est faux parce qu'il y en a pas. Non, on va le chercher justement. C'est l'oseille future. Mais ouais, c'est un peu ça. Donc, le fait d'avoir un setup minimum et à pas devoir sortir beaucoup de choses. Voilà. Mais sinon, c'est une par une. Et puis, par contre, plus c'est préparé, plus le tournage est rapide. Et ça, c'est un kiff aussi. Et au niveau du montage, vous le faites vous-même, vous passez par un freelance. Comment est-ce que vous gérez cette partie montage qui est pour moi la plus chiante la plus chiante ou pas. Après, je suis curieux d'avoir où est-ce que tu en es avec ça, parce qu'on en avait discuté un petit peu. Moi, j'ai toujours monté mes vidéos moi-même jusqu'à mai dernier. Okay. Donc j'ai fait en gros 1 an de montage et puis moi je kiffe le montage. Moi quand je dis j'ai grandi sur YouTube avec Casey Neistat et tout, pour moi la moindre tradition un peu cool, le truc cool c'est génial, le changement de son est hyper important avec ça. Mais généralement quand tu le fais t'es rincé après. Ouais, t'es rincé, t'as plus rien. Mais t'es rincé, ce que je veux dire c'est que tu le fais aussi pas aussi bien qu'un mec qui peut le faire quoi. Moi je trouve que c'est mieux, le rendu est mieux quand c'est toi qui le fais. Ouais, parce que tu sais ce que t'as dit et tu sais ce qui est important, tu sais que tu vois l'image que tu veux afficher. Par exemple, tu vois, laquelle ça va être? Est-ce que c'est le freelance qui cherche sur toi? Et puis, en gros, ça dépend parce que ce que je veux dire par là, c'est que tu t'as pas la capacité technique de le faire. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on rédige une vidéo, on met des instructions à notre freelance. On lui dit, écoute, ajoute cette image précisément ici. Là, tu vas me mettre le titre comme ça. En gros, je le monte sans le monter, mais juste les indications. Le motion design ou des trucs comme ça, c'est pas forcément. Je sais pas où vous en êtes niveau montage, mais nous, c'est pas des trucs qu'on maîtrise. Mais moi, c'est parce que je kiffe ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai kiffé monter. Parce que pour moi, choisir l'image, c'est limite déjà faire du montage, tu vois, dans ma tête. Je suis d'accord, mais dans le sens où, en fait, le truc que j'avais, c'est que tu te dis. Je pourrais écrire d'autres vidéos, faire d'autres choses pour rajouter un truc qui est pour moi de toute façon je réussirais pas à le faire. Donc alors oui, le freelance il bosse avec Motion Array avec 20 000 trucs qu'il a déjà, donc tu lui balances juste les instructions et il te le fait. Mais c'est pas que j'aime pas faire le montage, c'est que quand tu le fais forcément tu kiffes parce que c'est toi qui gères vraiment de A à Z, mais tu te dis que tu essaies de gérer au maximum et tu le balances. Bon, le freelance, il fait pas toujours ce qu'on veut, forcément, parce que il est pas dans nos têtes. Tu lui donnes un maximum d'indications et après, tu vois avec ce qu'il compose, tu vois. Dans l'idéal, effectivement, il faut avoir un monteur et quitte à faire des allers-retours. Mais bon, ça, c'est dans l'idéal toujours. Ouais, dans l'idéal, toujours, évidemment. Après, jusqu'à mai, et après, j'ai pris un monteur. Et j'ai galéré au début. Ouais, parce que je lui disais timestamp par timestamp. Mais ça c'était affreux. Moi aussi j'ai fait ça et le truc c'est que j'avais l'impression de monter moi-même. C'est-à-dire que je lui disais voilà, tu prends cet insert numéro 25 de telle seconde à telle seconde. Je dis putain, mais je le faisais, j'irais plus vite quoi. Limite c'était plus chiant de l'écrire et de la chercher. Parce que vous aviez des gros prérequis en fait, des grosses conditions. Et exactement, parce que c'est selon moi c'est 50% de la vidéo. Ouais, alors, mais là, je pense que c'est parce qu'on est très particulier. Hein. Parce qu'en vrai, je pense qu'avec un peu de lâcher prise là-dessus, tu dis voilà, tu m'habilles ça, débrouille-toi, essaie de trouver des vidéos qui collent, ça le fait. C'est-à-dire que là... Et ça le fait vraiment parce que du coup, exactement, le mec, en fait, tu lui fais des feedbacks et à partir d'un moment, il dit bon, ok, je sais comment tu bosses. Il finit par comprendre. Et même des fois, il me rajoute des trucs, j'y avais pas pensé. Oh, pas con, hein. Ouais. Mais je pense que c'est un cas particulier. Je pense qu'on est juste un peu. Et c'est des cas d'exigence. non, c'est des exigences différentes aussi. Je pense que la vidéo de 15 minutes n'est pas montée pareil que la vidéo d'1 heure et pas montée pareil que de choisir les meilleurs moments. Moi, j'ai des exigences assez fortes sur le montage, ce qui fait que de mai jusqu'à juin, juillet, on a galéré et on a fait beaucoup d'allers-retours. Et puis après, il y a une personne qui cartonnait et du coup, maintenant cette personne avec moi. Maintenant, j'ai 2 monteurs qui bossent avec moi. Et du coup, parce que j'ai 2 vidéos à sortir dans la semaine et je préfère les payer tu peux en parler du... Ouais, une vidéo en moyenne. Après, moi, je paye... Enfin, comment dire? C'est qu'une vidéo, ça peut te coûter jusqu'à 1 000 € la vidéo. Ouais. Comme ça peut te coûter... Mais ça dépend de ce que tu lui demandes, forcément. Ce que tu lui demandes, à quel point, en fait, t'es carré. Parce que, est-ce que la personne se pose la question quelle police ça va mettre ou la police est définie? Est-ce qu'elle se pose la question quelle image elle va mettre ou le type d'image est défini? Est-ce qu'elle se pose la question de quelle structure on va faire? Est-ce qu'elle a un rush, plusieurs rushs? Est-ce que elle a de l'audio, etc. Et en fait, tout ce truc-là, c'est que s'il n'est pas défini à l'avance, évidemment, tu payes plus cher. C'est je laisse complètement faire ou je sais où je vais. Et en fait, plus tu guides, moins c'est cher. Voilà. Et donc, moi, j'arrivais à m'en sortir aux alentours de 150-200 € la vidéo. D'accord. Ce qui est plus le cas maintenant parce que je suis plus exigeant et j'ai envie de payer plus les gens qui bossent avec moi. Tu vois. Okay, d'accord. Donc, voilà à peu près. Maintenant, sur de nouvelle année, je fais passer une personne en full time quasi parce que, en fait, pour moi,
la production du visuel, c'est un délire et il faut passer plus de temps si on veut faire des trucs plus quali. Donc, voilà, c'est un essai que je vais faire. Ok. Et sur la partie après, donc là on a la vidéo qui est montée. Comment vous diffusez? Est-ce que vous avez un SEO dans la description, comment on choisit tout ça? Les tags, toutes ces choses-là, tout ce qui est un peu je en pense off. que c'est des conneries ça. J'ai vraiment creusé à fond. C'était mon game au début. C'était moi je vais attaquer YouTube comme du SEO, tout ça. Je faisais vachement attention aux tags et machin. Et c'est des signaux tellement faibles que j'ai jamais vu aucune différence en fait quand j'oubliais les tags ou quand je les mettais. En fait, ça a tellement peu d'impact pour l'algo, je pense, que par rapport à juste t'as un CTR de malade et c'est tout quoi. Et en fait, faut voir où sont les gros leviers de croissance. Alors c'est peut-être ma façon de voir le YouTube game, mais moi je pense que les gros leviers de croissance sont pas forcément dans le SEO pour moi. Et donc forcément, je vois qu'en travaillant un petit peu sur le reach, justement, quand on évoquait les amplificateurs et tout ça, que les trucs sont tellement démultipliés que je vois bien que c'est là où il faut aller jouer, quoi. Et après, justement, l'accumulation, les effets cumulés de la recherche peut donner des trucs énormes. Je dis pas le contraire. Je dis juste que sur mon temps d'investissement à moi, il faut que j'aille au plus efficace et donc je choisis ce levier-là. Mais par contre, quand je jouais à ces jeux-là de SEO, ben en fait... j'ai jamais eu des super résultats en optimisant à fond ma description, en machin tout ça. L'important, c'est qu'ils comprennent de quoi on parle, qu'effectivement, il y a tes mots-clés, tes machins, c'est vraiment le b.a.-ba, mais suroptimiser, ça m'a jamais apporté aucun résultat. Ok. Pareil, je suis même le même ressenti. Moi, je serais pas aussi extrême dans la partie SEO parce qu'il y a une réalité, c'est que moi, le SEO, ça m'a aidé à beaucoup grandir en fait sur YouTube parce que j'étais intentionnel avec ça sur de types de vidéos. On parlait des types de vidéos, des vidéos de reach, de growth, on parlait des vidéos de type communauté et des vidéos de type ranking. Et pour moi, les titres vont pas être construits de la même manière. Par exemple, sur la vidéo SEO, comment arriver premier sur Google, c'était une vidéo SEO en fait. Par contre, je pense qu'on complexifie de comment faire le SEO. Le SEO sur un site web et le SEO sur une vidéo YouTube, c'est pas le même délire. C'est pas parce que vous avez mis 4 fois le mot SEO dans votre description que ça va aller. Ce qui va marcher, c'est pas le nombre de tags non plus. D'ailleurs, il y a des gens qui bourrinent en tags, comme je le faisais avant, et c'est pas non plus ça. Par contre, c'est plus, est-ce qu'il y a des opportunités? Par exemple, moi, mon délire, c'est arriver premier sur Zapier, Notion, Integromat, NoCode, tous ces trucs-là, j'ai envie de les dominer, ces mots-clés. Donc, je vais créer un maillage, donc comme sur un site web classique, où je vais faire en sorte qu'il y ait assez de vidéos sur ces sujets pour que la personne puisse cliquer. Et après, comment ça fonctionne, le SEO de YouTube, et il en parlait Yann tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça va jouer sur la cliquabilité de la vignette ou pas. C'est-à-dire que t'as beau faire une vidéo, comment arriver premier sur Google, et si ça clique pas, t'arriveras pas premier sur YouTube, tu vois. Et donc, par contre, faut jouer avec les deux. Et donc, par exemple, ma vidéo, je sais pas si tu prends Zapier, et c'est, je sais pas, tu tapes sur Zapier et c'est les 5 automatisations indispensables sur Zapier. Mais ça, c'est grâce à ton titre et ta minière. C'est pas grâce à une bonne description et des bons tags, on est d'accord? Non, c'est parce que tu as une opportunité de mots-clés, que tu fais une vidéo en fonction et que YouTube a compris que ça parle de ça. C'est tout. Okay. C'est pas parce que tu as... Je suis en deuxième, c'est ça? Mais t'es pas content, t'as 3 vidéos qui rankent directement. Il n'y en a pas une, il y en a 3. Après, t'as le même pull sur toutes les personnalisé tes recherches. Je vais mettre en navigation privée. Si t'es déjà copain avec Shubham, ça doit changer, je pense. Navigateur privé, VPN en Inde, là c'est bon. Crois-moi que tu vas tomber sur des Shubham Sharma. Oui, tape Shubham, on va voir ce qui se passe. Pareil, en privé aussi. Ouais. Ok, bon alors tout ça, donc la vidéo elle est sortie, ok top. Maintenant on va parler chiffres. Analytics. Qu'est-ce qu'on traque Tout à l'heure on parlait du changement de miniature, changement de titre, si jamais ça suffit pas, si le clic est pas bon. Justement voilà, quelle data vous traquez derrière? Alors, en très gros, moi je vois par rapport à mes autres vidéos. Donc je peux voir qu'est-ce que ça va donner par rapport à ce que ça a donné par le passé. Il faut que le watch time soit toujours supérieur, enfin pour moi, c'est vraiment mon cas particulier, que ce soit toujours supérieur à 10 minutes. Donc si on est à 11, 12, 13, ça commence à être bien. Le CTR, en fait, moi j'ai remarqué un truc très, très intéressant. Alors c'est lié au volume que vous touchez aussi. C'est-à-dire que quand vous lancez votre chaîne à 100 abonnés, vous avez des CTR de malade et en fait ça n'a rien à voir avec les CTR que vous aurez quand vous aurez beaucoup plus de monde. Donc déjà il y a ça qui joue. Après, moi à mon niveau, le CTR commence fort parce que l'algo il monte vraiment à mes chouchous, on va dire. Et en fait,
tout va bien et ça continue, ça descend doucement dans le temps. Et quand on commence à arriver vers 5% au CTR, quand on passe en dessous de 5%, alors après c'est de la rétro-ingénierie, hein, c'est comme le SEO, hein, on peut dire ce qu'on veut, personne ne connaît vraiment la vérité. Il y a des instructions Google, mais Google et YouTube c'est les mêmes, donc on sait jamais si c'est vrai ou pas. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est que en fait, dès que tu passes en dessous de 5%, il commence à se demander, il commence à se dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et c'est là que ça commence à être dangereux, en dessous de 5%. Et en fait, si tu arrives à maintenir un CTR au-dessus de 5%, il continue à le montrer, Et puis évidemment, il y a la partie nouveauté. Donc tant que tu es dans les, je sais plus combien de jours, 5 jours, je sais plus, j'ai oublié, où tu as le truc nouveauté, tu as un statut particulier. Mais moi, c'est vraiment le truc que je traque. Et du coup, j'avais lancé une vidéo, j'ai fait une vidéo sur Rolex. Et j'avais mis, j'avais mon titre, de la grosse Rolex en or, j'avais écrit, je sais plus ce que j'ai comme truc. C'est avec 6ix9ine derrière, avec les billets. Il n'y avait pas 6ix9ine au début, justement. En fait, j'avais mon truc et je trouvais que mon CTR était plus bas que d'habitude. Et j'ai rajouté 6ix9ine et hop, ça a remonté et c'est bon, je suis reparti. Et c'est justement en regardant ça. C'est-à-dire que je traque les trucs genre dans les 2 premiers jours. Alors là, j'ai dû le changer, j'ai laissé passer un jour, après j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ça va trop vite vers les 5%. Et ça va pas avoir un bon truc. Et du coup, j'ai remis 6ix9ine, le CTR a remonté. Bah, c'est vraiment un cas particulier. Hein. Je pense qu'il faut pas franchement en tirer des cas. Mettez tout 6ix9ine dans la miniature. Mais tu vois, en fait, je pense qu'il y a plein de gens, ils savent pas qui c'est, tu vois. Mais c'est pas grave. En fait, ils comprennent l'idée. En fait, c'était le truc qui manquait pour faire passer le côté bling bling en fait dans mon propos en fait. Et je me souviens plus c'est quoi le titre, c'est une marque de pauvre. Ah oui, Rolex c'est une marque de pauvre, c'est ça. Et voilà. Et du coup, aussi, hein. Typiquement, c'est justement ça où en fait moi, comme je suis dans le game à chercher vraiment à optimiser les amplificateurs, bah, je joue à ce genre de jeu. Et c'est pour ça, il faut vraiment avoir du temps à perdre quand tu publies sa vidéo. C'est-à-dire que quand tu as un process avec plein de vidéos par semaine et tout ça, je suis pas sûr que tu aies le temps de jouer avec ces trucs-là, sauf si tu as quelqu'un qui le fait, quoi. Mais je pense que c'est des trucs, Attends, on va le savoir. qu'il faut absolument pas négliger, tu vois. Et on en parlait une fois avec Pierre Cross, et lui, pareil, en fait, il check. Mais je sais que des youtubeurs, des gros stars, ils ont plusieurs variantes de miniatures. Bien sûr. Et ils sont là, ils scrutent, et au bout de 4 heures, paf, ils passent sur un autre, et ça. Les titres, pareil. Hein. Ouais, les titres, pareil. Plusieurs fois, tu vois les titres changer au bout de quelques heures. Moi aussi, je change mes titres aussi. Et lui, il nous disait, ce qui était drôle quand on a tourné avec lui, il disait, les gars, bon, ça me fait un peu chier, mais prenez ma gueule, faites des putains de titres putaclites. Genre en mode, allez-y, amusez-vous bien avec ma gueule, quoi. Ça, c'était sympa, ça. Il nous donnait le conseil pour les trucs. Non, franchement, c'était ultra intéressant, mais. Donc, il y a cette partie. Attends, je vais avoir l'œil de Choubam. Oui, c'est vrai, mais j'ai eu le temps de la perche aussi pour la suite. Vas-y, j'ai envie de. Vas-y. C'était les CTR, mais il y avait quoi aussi en plus que tu pouvais regarder dans tes analyses. Exactement. Donc on a parlé du CTR, on a parlé du temps de visionnage, watch time. Ouais. Moi, les autres trucs que je regarde, et je passe quand même pas mal de temps au final dans les analytics. Je devrais en passer beaucoup plus et avoir des actions, mais je regarde, tu vois, si mes hypothèses ont été un peu validées, et mes tests, c'était les miniatures ces 3 derniers mois. Tu vois, c'était comment est-ce que je augmente mon CTR. Donc évidemment, ton CTR est plus grand, et puis après 10 minutes, tu dois avoir les mêmes tendances, parce qu'évidemment, c'est montré à de plus en plus de gens, donc ça diminue. Les autres éléments que je regarde. Moi, pour moi, la session time est très importante. Donc, combien de vidéos de suite va regarder la personne. Donc, j'ai 2 éléments que je regarde dessus, et qui est intéressant à regarder pour toutes les gens qui ont des chaînes YouTube, toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube. C'est premièrement, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais c'est average view per viewer. Donc, c'est combien de vidéos regarde une personne sur ta chaîne. Est-ce qu'on regarde 2, 1? Elle est où cette data? Elle est dans les modes avancés. Tout ce que je veux dire, c'est pas dans le truc classique, c'est dans le mode avancé. Vous allez dans le mode avancé, et puis t'as un truc. Donc en gros, c'est quand une personne vient sur ta chaîne, est-ce qu'elle est en mode binge watching Netflix, ou est-ce qu'elle est en mode elle regarde une vidéo et elle se casse? D'accord. Et moi, mon délire, c'est d'ailleurs une technique que j'ai pris de Victor Ferry, qui fait ça très bien, qui à la fin de la vidéo redirige vers une autre vidéo. Ouais. Et ça, moi, je kiffe, parce que en fait, moi, je tombe dans le panneau à chaque fois. Et du coup, ça fait que je suis en train de regarder du Victor Ferry pendant 1 heure. Et donc moi, maintenant, je fais cette technique. C'est-à-dire qu'à la fin d'une vidéo, je redirige vers une autre vidéo. Qui fait que je m'intéresse à une autre statistique, qui est le taux de clic sur les end cards, sur les fiches de fin. Tu vois, à la fin, tu peux afficher Putain, un j'en ai truc. jamais des end cards. Et bah, à la fin, c'est pour toutes les personnes qui sont arrivées jusque-là. Je recommande les vidéos, je fais le truc de recommande, mais je mets jamais les putains d'end cards. Ouais, il faut le faire. Et je trouve que c'est hyper important.
C'est de dire, bah voilà, jusque-là, on a parlé de landing page et on s'est intéressé à tout ce qui est technique. Par contre, il y a un truc qu'on a totalement zappé, c'est le copywriting, et justement, j'en parle là. Tu te dis, putain, j'ai regardé tout ça et il y a la moitié du truc qui manque, je suis obligé de cliquer. Et donc, en fait, ces deux trucs sont hyper importants pour moi sur la partie session watch time. C'est une des métriques à laquelle je fais hyper attention. Ouais. Et bah, évidemment, après, il y a la thune, on va pas se mentir. La moulaga. Il est en train de se dire attention, qu'est-ce que tu veux regarder, quelle data, je regarde quel truc. Non, mais si t'en as d'autres de ton côté, Yann, hein, que tu traques peut-être autre que le CFR. En fait, j'essaie de, bizarrement, j'essaie de voir aussi l'enthousiasme que ça va créer. C'est-à-dire que je peux à vue nez, alors on n'est pas dans les datas, mais je peux voir à vue nez par rapport aux commentaires aussi, l'enthousiasme que ça crée. Et là, je vais aller sur une thématique qui est un peu moins analytique, qui est la thématique du branding et de votre positionnement et de ce que vous faites ressentir aux gens, en fait. En fait, une chaîne YouTube, c'est comme toute activité. Voilà, les gens découvrent votre vidéo, que ce soit par la recherche ou par de la, je sais plus comment ça s'appelle, découvrabilité classique, page d'accueil et compagnie. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'ils rentrent dans un univers qui soit différenciant, qui soit avec une identité propre et que ça touche à leurs aspirations profondes. Et pour le coup, c'est ça qui, pour moi, le plus gros levier qui va faire que vous allez les activer. Alors, les activer pour YouTube officiellement, c'est celui-là, je m'abonne. C'est le truc comme ça. Mais finalement, avec le temps, le clic sur l'abonnement a pris de moins en moins d'importance pour l'algo. Et désormais, c'est le temps de session qui est important. Parce que si vous l'avez activé, d'accord, il a appuyé sur l'algo, mais bon, c'est pas ça qui va vous garantir qu'il verra vos vidéos à l'avenir. Par contre, si vous l'avez vraiment activé émotionnellement, il va se taper 3-4 vidéos. Et ça, c'est une métrique hyper importante aussi. Et il va aller commenter en disant des trucs genre « Ah, je commente jamais, mais franchement, là... » ce genre de trucs. Et c'est des petits signaux faibles comme ça. Et le temps de session globale qui va vous indiquer si vous êtes sur le bon chemin pour toucher dans l'affect les gens. Parce que c'est ça le cœur du truc en vrai. C'est je vous apporte de l'information et puis je crée de la confiance et en fait je l'aime bien ce Shubham. Je vais commencer tiens, il me parle d'autre chose. Et en fait on rentre dans son univers et on rentre dans ces éléments de branding. Alors évidemment, je pense que tu pourrais en faire plus. On a déjà parlé. Je pense qu'il a justement la partie inspirationnelle. On parlait tout à l'heure, la information, divertissement, inspirationnel. Il fait déjà de l'information. Je l'ai vu faire du divertissement, faire des blagues avec Guillaume Moubèche. Il pourrait faire de l'inspiration plus, en fait. Et il pourrait embarquer encore plus les gens dans son univers et il pourrait les activer encore plus, par exemple. Qu'est-ce que vous regardez d'autre là-dessus? Est-ce que vous faites attention à vos CPM, à vos trucs comme ça? Est-ce que vous les checkez souvent? Est-ce que c'est des trucs que vous regardez pas? Moi, je pense qu'il y a une chose dont il faut parler qui est l'app YouTube sur mobile, qui est très toxique selon moi. En fait, pour des personnes pour moi, YouTube c'est beaucoup et tu passes beaucoup de temps à regarder tes chiffres. Mais YouTube Studio, ouais. Et je trouve que YouTube Studio sur mobile n'apporte rien d'intéressant. Et c'est vraiment dans le pur du vanity metrics en fait. Tu vois, tu vas regarder ton nombre d'abonnés, tu vas faire la machine à sous pour regarder si tu as pris des abonnés ou pas. Si tu en as perdu, t'es pas content. Si tu en as pris que 1, t'es pas trop content. Et puis si tu en as pris 5, t'es en mode waouh. Et je trouve que l'app, ce qu'elle te présente, tu vois, c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'elle te présente si ta dernière vidéo est du 9 sur 10 ou du premier sur 1 sur 10, ça fait mal au cœur. Genre à quel point elle performe mieux que les autres. Et puis après, tu as des informations du genre voici tes nouveaux abonnés. Enfin, voici par exemple combien d'argent tu as gagné, tu vois. Ouais, mais au début, c'est pas ce qui challenge. Et je trouve qu'elle n'est pas forcément intéressante, ce qui fait que moi, je l'ai désinstallée par exemple de mon téléphone parce que elle est toxique. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est faut aller vraiment se prendre une heure et genre kiffer un peu ces analytics et regarder un peu. Ah tiens, et tu vas découvrir des trucs. La première fois, tu vas rien noter. La deuxième fois, tu vas commencer à noter des trucs. Et la troisième fois, tu vas avoir des patterns. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on néglige un peu ce côté passer du temps sur ces analytics, alors qu'en fait, YouTube te donne tellement de data. Tu vois, il te donne beaucoup, beaucoup d'informations que tu pourrais actionner et rendre. Et notamment, alors, j'en ai pas parlé. Et c'est marrant parce que j'ai fait un article sur le blog de Live Mentor et c'est Thomas qui m'avait demandé. Tu vois, c'est l'autre chose que je regarde beaucoup, c'est combien de gens drop dans les 30 secondes. Et ça, c'est un graphe que tu vois, et au début, tu as 100%. Ouais. Au bout de 30 secondes, est-ce que tu en as 70% qui restent ou 30% qui restent? Et ça va beaucoup conditionner aussi le succès de ta vidéo. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire au tout début de ta vidéo,
soit n'a pas rempli la promesse que tu avais donnée dans la miniature et ton titre, soit c'est un truc qui est chiant, quoi. Genre, tu parles comme ça, bonjour, j'espère que vous allez bien, likez s'il vous plaît, franchement c'est trop cool ce qui arrive, et puis voilà, aujourd'hui j'ai mangé un grec et c'était bon, et en fait non, ta miniature c'était parle-moi de landing page, tu vois, et il faut que tu commences ta vidéo, genre je suis certain que vous êtes en train de construire votre landing page et vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait c'est un exercice bien plus compliqué de ce que vous aviez pensé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous donne les 5 clés pour que cet exercice soit plus simple. Et là tu te dis putain, je rentre dans la vidéo en fait. Moi j'ai arrêté de faire les intros. Au départ je faisais des intros et je disais je m'appelle machin, je parle de ceci sur ma chaîne, et je les ai virés. Maintenant j'attaque le sujet direct, ouais. Justement pour éviter avoir la même courbe mais juste plus haut, quoi. Et tu l'intègres un peu après quand même? Pas du tout. Ok. Je pense qu'aujourd'hui une intro de type Shubham Sharma, grosse intégromat, je sais pas quoi, YouTube, et en fait j'enlève parce que ça sert à rien. En fait ça apporte pas de valeur. Donc les gens ils sont selfish, ils ont pas le temps. Tu regardes une vidéo YouTube, t'es tout seul, t'es forcément peut-être dans ton lit, dans tes toilettes, ou alors je sais pas, en train de faire, et tu zappes en fait, tu zappes. Pour toi, tu t'en fous, et donc faut que ça soit intéressant par rapport à ce qu'il a cliqué. Et faut pas penser à soi, faut penser aux viewers. Ok, ouais, non mais c'est vrai, j'avoue que c'est intéressant de voir ça. Et du coup, comment vous déterminez que c'est un bon CTR, c'est un bon taux de non-drop à 30 secondes, tu vois? Comment tu te... C'est juste par rapport aux autres trucs qu'on a vus. On a nos standards, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et on le fait à partir de ça. Et je pense qu'effectivement, c'est variable en fonction du volume de ta chaîne. Je pense que, bon, je sais pas, mais un peu d'avance en ce moment sur moi, mais je pense qu'on a des chiffres qui doivent ressembler. Les gens qui ont des millions d'abonnés. Vous avez combien d'abonnés? Rappelez-le pour ceux qui sont en audio, qui ne sont pas forcément à l'heure actuelle en tout cas. On va pouvoir le dire, hein. Yann, 32 000, et Shubham, je suis parti dans mes 42, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je vais te dire si tu as raison ou pas. Et oui, 42,6. Ok, donc 42 000, 32 000, ok, très bien. Excuse-moi, ça juste. On est dans le même ordre de grandeur, exactement, je dirais. Ouais. Alors qu'un YouTuber qui a 1 million d'abonnés, bon, je pense qu'il n'a pas des CTR à plus de 10%, c'est impossible, quoi. Forcément, il brasse un volume. Je pense que c'est pour ça qu'il faut se comparer sur les mêmes ordres de grandeur, sinon ça sert à rien. Moi, justement, quand je commençais, je me comparais à d'autres trucs qui n'avaient rien à voir, enfin, c'était inutile. Mais pour donner un ordre d'idée sur le drop des 30 secondes, pour moi, c'est un des éléments hyper importants. Est-ce que tu as accroché la personne ou pas? Parce que c'est ce qui va faire que la personne va suivre ta vidéo ou pas. C'est littéralement, tu passes devant une vitrine, est-ce que tu rentres dans le magasin ou pas, quoi. C'est vraiment... ça serait cliqué, mais est-ce que tu regardes et tu pars, ou alors est-ce que tu restes et tu tapes la discute au vendeur? Et en fait, moi, je pense que si tu as déjà perdu plus de 50% de ton audience... ouais, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Selon moi. C'est le principe global du content marketing, d'apporter de la valeur d'abord, avant d'essayer de vendre son truc, en fait. Et finalement, quand on le... En fait, moi, je faisais ça parce que je faisais comme d'autres, en fait. Je m'étais pas posé la question. Et c'est juste que j'ai vu le drop et je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire pour que les gens ils dropent moins? Et je dis, je vais enlever l'intro. Ah, tiens. C'est ça, quoi. Mais à la base, oui, ils s'en battent les couilles de toi complètement. Donc, ils sont là pour un truc, une promesse. Moi, je suis consultant. On s'en fout. Et c'est intéressant parce que, tu vois, c'est intéressant toute la méthodologie growth qu'on met en place sur ce truc-là de test and learn, et qui est assez ouf en fait, sans m'en rendre compte. Mais tout est growth marketing de toute façon. Mohamed, tu viens de voir que ça drop à combien sur ta chaîne? Non mais je viens de voir qu'à 30 secondes, je suis à 70%. Ah, c'est bien. C'est bien. Il y a un élément intéressant qui est à regarder, et pareil, c'est un peu caché. Quand tu regardes... Vous m'avez fait flipper, donc je vais directement regarder. Ouais. Et tu sais, quand tu regardes ce drop-là, pour regarder si ta vidéo est meilleure que celle des autres, parce que c'est relatif par rapport à tes autres vidéos, quand tu vas dans voir plus, il y a un schéma qui s'affiche, et après tu mets relatif. C'est-à-dire que tu mets relatif aux autres vidéos. Et là, tu te dis si cette vidéo, dans les 30 premières secondes, elle est meilleure ou moins bien que tes autres vidéos. Du coup, tu te compares pas. Et ça, tu l'as où? En mode avancé encore. En mode avancé. Ouais, il faudra qu'on fouille. Ouais, faut fouiller en fait. Ok, d'accord. Ok, bon, peut-être pour close sur la dernière partie, je sais pas si tu veux parler d'un truc précis? Non, est-ce que vous avez des outils en dehors de Google, enfin de YouTube, pour la chaîne YouTube, ou pas du tout? Alors, si, il y a TubeBuddy. Okay. Moi, j'aime bien utiliser ça, parce qu'en fait, quand je vais sur les chaînes des autres, en fait, ça me donne des infos. En fait, tu peux même voir tous les tags qu'ils utilisent sur leurs vidéos, tout ça. Et effectivement, ça me donne des infos sur
une chaîne que je vois et je vois le nombre d'abonnés qu'il prend par jour sur les 30 derniers jours, je vois le volume qu'il fait, tout ça. C'est encore des trucs, des études comparatives qui sont des informations intéressantes. Mais TubeBuddy, en théorie, t'aide aussi à faire tes fiches, faire tes machins. Enfin, moi, je l'utilise uniquement pour la partie comparer, regarder ce que font les autres chaînes. Mais en vrai, je pense qu'il t'aide à faire plein de trucs un peu comme Yoast SEO. Je pense qu'il doit t'aider à remplir ton truc. C'est intéressant parce que j'utilise TubeBuddy, mais je l'utilise pas comme ça. Moi, je l'utilise beaucoup pour la partie, par exemple, tu as envie de changer dans toutes tes descriptions de toutes tes vidéos un truc, par exemple, je sais pas, ton profil Insta qui a changé, ou tu as envie d'ajouter un lien promo 50% pendant uniquement. Et en fait, tu fais du batch, tu changes tout. TubeBuddy fait ça? Ouais, TubeBuddy fait ça. Putain, j'avais galéré à changer. Putain, il y a un autre truc que j'utilise, c'est en fait quand tu as ta description, ton titre et ta miniature qui est prête avant la vidéo, du coup, tu peux faire ce qu'on appelle des drafts dans ce genre-là. C'est-à-dire que tu mets tout déjà dedans. Comme ça, quand ta vidéo est uploadée, tu appuies sur un bouton et ça vient appliquer ces choses-là que tu as pensé à l'avance. Par exemple, ça, c'est de la balle. Autre chose, c'est ça te fait ton keyword finder, c'est-à-dire que pour les vidéos que tu as envie de faire en mode SEO, pour voir si tu as potentiellement tes concurrents ou d'autres personnes qui sont positionnées dessus. Et il faut savoir que en France, on est sur un marché vierge sur YouTube. Le YouTube, ce que j'appelle le YouTube infotainment, tu vois, le information et divertissement, on est vraiment tout nu. Il y a plein de choses à faire. Et du coup, il faut regarder, je sais pas, tu kiffes le café, fais une chaîne YouTube sur le café et tu verras si il y a qu'est-ce qui sort quand tu tapes café filtre, Chemex, Expresso, etc. Et ça te permet de mieux gérer tes vidéos. Autre truc que je vous avais déjà mentionné, c'était Preview. Autre outil, c'était Preview pour pouvoir regarder les miniatures. PERVYOU. C'est un plugin Chrome. Et autre chose que j'utilise sur YouTube, mais c'est pour la partie consommation, c'est un plugin qui t'évite d'avoir une homepage saturée par plein de trucs et ça t'enlève ta homepage. Comme ça, t'évites de te faire avoir par YouTube, quoi. Ça t'affiche quoi du coup? Rien, une citation du genre inspire-toi et inspire les autres. Pourquoi être allé sur YouTube du coup? Pour rechercher une vidéo. Okay, d'accord. Et pour aller dans tes abonnements, Ouais, pour regarder ce que tu pensais regarder pour et pas se faire attraper. Ouais, voilà. Et moi je suis trop fort pour me faire attraper. Tu te attraper. rappelles de l'extension ou du tool? Ça s'appelle. Elle est dans une de mes vidéos, les meilleures extensions sur YouTube. On en a parlé dans cette vidéo. Et on mettra le lien de la vidéo. Allez, il a gagné le lien. Est-ce que tu as une last question? Non, là, je suis juste pressé d'aller clôturer, d'aller rechanger mes. Il veut appliquer tous les conseils. Et là, t'inquiète pas que demain, je vais me poser toute la journée SEO YouTube. Et autre chose, du coup, dans Mode avancé. t'as un truc qui fait du A/B testing de thumbnail de miniature. C'est-à-dire que t'as envie de changer de miniature, Putain, mais t'es pas sûr. Pourquoi je connaissais pas T'es pas sûr. Tu te dis, mais je suis pas sûr. Au lieu de balancer comme ça et de voir, tu te dis, non, mais attends. Je vais juste mettre une version B, je vais lancer l'expérimentation pendant 14 jours et je vois si ça s'améliore. Si ça s'améliore, on change, sinon on change pas. Et lui, il fait un A/B testing. Il te change la miniature en live pour voir qu'est-ce qui clique le mieux. Putain, ça coûte même pas cher. J'utilise pas moi ça. À déconseiller au début. À déconseiller au début de ta vidéo. En fait, le moment où tu uploads, c'est un moment tellement précieux. Et Yann, à mon avis, t'es d'accord avec moi, c'est un tellement différent du moment de 15 jours plus tard, tu vois. Et en fait, parce que... Je pense que ça, c'est bon pour la recherche, justement. Parce que c'est un flux constant de gens qui arrivent dans le temps. Et du coup, quand tu as un flux constant sur un truc, tu as envie de voir si tu peux pas améliorer le CTR. Du coup, ça te ferait gagner des positions, je pense. Ok, putain, j'avoue, c'est un. Et ça coûte wallon en fait. Ça coûte rien. Ça dépend quelle version. Bah, le max, il a 25 balles par mois. Ça reste raisonnable. Non, c'est plus. TubeBuddy avec la version A/B testing, ça doit. Ah, t'as peut-être raison. Parce que je payais une version à 45, je me dis, mais à la fin, j'ai fait, mais pourquoi je fais ça déjà? Et il y avait des trucs que j'utilisais pas. Bah, là, de ce que je vois ici, le forfait Legend, il est à $25. Ouais, c'était en yearly. Non, je suis en monthly. Yearly, c'est 19,60 de ce que je vois là. Bon, bah, mais en vrai, c'est pas si cher. Sinon, il y a VidIQ qui est son concurrent qui fait plein de choses stylées aussi. Mais VidIQ, il fait pas ce truc de A/B testing. Il a pas tout ce... Je l'ai, VidIQ. En fait, j'ai juste l'extension qui me permet de voir la data justement sur YouTube directement. Mais moi, je suis passé de TubeBuddy de VidIQ à TubeBuddy parce qu'il y a l'A/B testing. En vrai. Ouais. Bon, est-ce que vous avez un dernier conseil pour nos auditeurs ou nos viewers? Non, faut tester les trucs. Faut y aller à l'arrache. En fait, c'est impossible d'y arriver dès le début, en fait. Parce que je vois plein de gens qui se lancent sur YouTube. Et en fait, c'est le réflexe, mais ça, c'est pas que pour YouTube. C'est qu'ils se disent, je vais faire comme lui. Et du coup, ils se disent, mais putain, ça ressemble, pourquoi ça marche pas? Et en fait, faut juste pas laisser tomber. Faut juste continuer comme ça. Et
autre truc, c'est la nullité des entreprises sur YouTube. Bon, pour moi, c'est un truc que je trouve hallucinant. C'est un levier de croissance qui est incroyable. Le contenu est evergreen. 3 ans après, les gens ils continuent à voir des vidéos que tu as oubliées, tu sais même plus ce que c'est. C'est en théorie un format d'avenir plus que le SEO en fait, en vrai. Parce que je connais des jeunes, ils s'en foutent de lire des articles. C'est chiant de lire des articles. Moi, je préfère regarder des vidéos quand je recherche des trucs. Donc, se positionner, justement, Shubham, il disait tout à l'heure, et voilà, c'est le YouTube francophone. Il y a quelques positions qui sont prises. Les entreprises sont nulles et ils prennent ça pour un truc pour héberger ces vidéos. Ils prennent ça pour Vimeo, quoi. Ils n'ont pas capté le truc et je pense qu'il y a énormément d'opportunités de faire l'effort, justement, de chercher des formats et de se dire, en fait, je suis peut-être une entreprise, mais je vais aller jouer le YouTube game parce qu'il y a des leviers de croissance incroyables et que ça va me rapporter vraiment dans le temps énormément de choses. Et il faut que je prenne des positions pour être la référence du truc. Et puis même, moi, je pourrais dire ça. Je pense que même TikTok, c'est un truc comme ça. Mais YouTube est encore, et même à beau être là depuis des années, il est encore une opportunité énorme. Ça tombe bien que t'en parles. Ouais. On prépare quelque chose pour le. On peut faire notre promo du coup sur le podcast. Moi, je suis. C'est l'heure. Hein. Ça tombe bien que t'en parles parce qu'on prépare Dans 2 quelque semaines. chose. Non, dans 3 semaines. Non, mais 2 semaines à la sortie de ça. 3 semaines à la sortie de ça. t'as regardé? J'ai calculé, je me suis préparé. Maintenant, j'ai envie de savoir c'est quoi. À 3 semaines à la sortie de ça, il y a une surprise qui un nouveau Format. pas format, Vlog. une nouvelle activité des French Joueurs qui sort à partir du 17 janvier, donc lundi 17 janvier 18h. Vous avez une nouvelle vidéo qui sort qu'on mettra sur les note la date. si c'est après, vous allez pouvoir revenir sur ces. Non, vous pouvez déjà aller voir la vidéo et aller voir ce que c'est, mais rendez-vous le lundi 17 janvier, donc c'est la première fois qu'on le dit là. Big annonce. Ouais. Lundi 17 janvier à 18h30 sur la chaîne YouTube X Boum, boum, qui boum. sera Mais ouais. adossée à celle-ci. Ok. Et pas d'indice sur ce que c'est alors. En off, on pourra en parler. Ok. Alors du coup, moi, je fais plus ce genre de truc du coup, parce que comme j'essaie de voir mes contenus comme un truc evergreen que les gens verront dans 2 ans, Oui, Eh ça, ben, ce qu'on vient de faire là, c'est pas. ça je le fais plus par exemple. Parce que justement, Parce que en c'est fait, il y aura plus de gens qui vont la voir et qui vont se dire mais de quoi il me parle le 17 janvier? C'était il y a 2 ans, mais il est con quoi. Et il y en a beaucoup plus qui vont le voir sans Post-moment, ouais. ouais, c'est ça, que des gens qui vont vraiment voir le truc quoi. C'est marrant, Je vais ça. t'expliquer après pour voir et tu verras que. Mais ça vaut le coup parce que là, ça rebondit vachement sur ce que tu dis. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que je suis Faut d'accord pas avec lâcher toi. l'opportunité. Tu m'attendais là, lâcher. On va dire que là, on a 8 minutes, enfin, je sais pas, 5 minutes, qui ne valent plus le coup dans 5 ans, enfin, dans Moi, passer je sais pas- 3 semaines, donc plus de 3 semaines. Et Je encore. suis d'accord. S'il y a encore le lien dans la vidéo, à voir. Hein. Ouais. Et si c'est fait à la fin, moi je me dis plutôt, en fait, par exemple, j'écoute un type aux US qui est incroyable selon moi, qui est Pat Flynn. Et tu vois, lui, j'écoute ses anciens podcasts. Le mec, il a 600 podcasts, hein. Donc il est extrêmement chaud là-dessus. Et parfois, j'écoute des anciens podcasts et il dit, voilà, dans 1 mois, je lance ça. Et en fait, je me dis, putain, mais Shubham, t'étais où à l'époque? En fait, t'es en retard, tu vois. Et en fait, et moi je trouve que ça a créé l'effet inverse où en fait, tu viens découvrir un monde où il y avait déjà des gens qui étaient des padrés dans le game et toi t'es tout mignon et Ouais, t'arrives je et te tu jure. penses être le boss, tu vois. Et moi je trouve que ça fait l'effet plutôt inverse, je trouve. À mon avis. Eh ben écoutez, merci à vous deux. Merci Franchement, beaucoup. Merci de nous avoir masterclass. reçus. Top. Ouais, super sympa, merci Merci beaucoup pour la d'avoir bouteille préparé d'eau. tout ce truc. J'avais Avec très plaisir. soif. On attend la sponsor Evian. Faites un petit rappel de vos réseaux. Yann, je t'en prie. Du coup, chaîne YouTube Yann Leonardi. D'ailleurs, tu t'appelles Shubham Sharma maintenant. T'as Ouais. changé le Ouais. nom. Mais ouais, t'as raison. Attends, bon, j'en parle après. Donc, abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous, non, mais plutôt revenez tous les 30 jours pour regarder des vidéos pour que vous soyez dans les 30 jours glissants. Sinon, vous pouvez venir me parler sur LinkedIn parce que, évidemment, comme je suis un consultant, du coup, je traîne sur le réseau des professionnels. Et puis abonnez-vous à la grosse semaine. Ça, je pense que c'est le truc qui est le plus régulier. C'est vraiment tous les dimanches soirs, je fais de la veille sur tous les meilleurs contenus growth marketing. Donc, je pense que c'est ça. Le mieux, c'est ça. La grosse semaine sur mon site yanleonardi.com. Gros G-R-O-W-T-H. Exactement, parce que pas on est des grosse- rigolos, on fait des jeux de mots. Non, je recommande un newsletter très très cool. Moi de mon côté, Shubham Sharma, si vous arrivez à l'orthographier, normalement si vous tapez Shubham No Code ou Tu sais Shubham que Notion, à cause de toi, depuis que tu as annoncé que les gens ils pouvaient s'inscrire avec Kill the Newsletter, ouais. quand je regarde dans mes abonnés de newsletter, il y a plein de gens, genre il y en a, je dirais, on va dire 1 sur 5,
c'est un kill the newsletter. Et ça commence à partir du moment où toi, tu dis abonnez-vous pas aux newsletters, mais utilisez kill the newsletter. Non, mais c'est bien, c'est les gens le reçoivent en RSS, c'est plutôt bien, c'est plutôt simple. Moi, je trouve ça cool. Mais bon, après, c'est vrai que là, j'ai pris parti des gens. Du coup, j'ai pas les vrais emails, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je peux pas les revendre à Facebook, quoi. Ouais, c'est vrai. Putain, j'avais pas pensé à ça. Donc ouais, Shubham Sharma. Donc si vous tapez Notion, Zapier, normalement vous devez tomber sur moi. Et Drop sinon, de mic maintenant. Ouais. Sinon, si alors vous regardez cette vidéo et pareil vous tapez SEO, je suis encore premier, c'est que je suis encore sur YouTube. Mais sinon Insta, Twitter, je suis pas mal actif en ce moment. Shubham NoCode, Shubham_NoCode. Et sinon LinkedIn, Shubham Sharma. Voilà, tout simplement. Top. Ben, merci à tous et les toi, deux. tes les gars. réseaux, c'est quoi? Florent Bonnefond sur LinkedIn, c'est déjà très très bien. Et sur YouTube, French Doers. Tu vas rappeler ton petit nom? Mohamed Alaoui. Mohamed Alaoui sur LinkedIn. Ajoutez-le pareil. Et Mohamed Alaoui 87 Et sur avant de partir, Instagram. les 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la première ligne dans la description, c'est très important, c'est le plus important pour nous pour être bien référencé, bien ranké. Donc tu y vas directement, tu perds pas de temps. Un like, un commentaire, on prend avec plaisir. Je te laisse t'abonner aux chaînes de ces deux. Ouais, tu t'abonnes partout, Ouais. Instagram, tout ce que tu veux, tu prends. Je te laisse t'abonner également à nos deux convives, nos deux magnifiques convives. Lien en description. Exactement. Et puis je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao, salut. Ciao.